C'est le moment de votre carte blanche. Quelle est l'idée, le projet que vous considérez comme la carte maîtresse de votre programme? Mais moi, je veux sortir de l'Union européenne. C'est pas parce que j'ai entendu des voix. C'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme? Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 26 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugés pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. Ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, 300 millions d'euros de crédit en moins pour les collectivités. La colère gronde chez les maires de France. Après la baisse surprise des dotations, un décret est passé en catimini. Malgré les engagements d'Emmanuel Macron, l'opposition dénonce un mauvais coup. Astrid Mesmorian sera en direct. C'est-à-dire que figurez-vous que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017 et bien davantage encore en 2018. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Philipponnet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance en fait. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises, et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises.
La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Almunia fait la leçon à Bruno Le Roux. C'est un texte qui est un peu plus long. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France en 2012, donc il y avait cinq recommandations. Extrait du dossier France, préparé par Nicolas Philipponnet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Élysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. Et vous savez, l'Union européenne rend aussi des préconisations dans ce qu'on appelle le semestre européen, qui est la partie réforme. Elles sont également publiques. Et moi, je souhaiterais d'ailleurs qu'elles alimentent davantage nos débats nationaux. Parce qu'elles sont publiques, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont commentées, partagées, discutées. François Asselineau, ce soir, 2 ans de l'élection d'Emmanuel Macron. Quel bilan en tirez-vous ? Il y a des gens qui peuvent lui accorder un bon point. Ce sont ceux qui ont contribué à lui faire élire, en lui accordant une promotion médiatique absolument extravagante pendant les 2 ans précédant l'élection présidentielle. Je rappelle qu'il ne s'était présenté à aucune élection et qu'il a eu à peu près 24 à 25% du temps de parole selon le CSA, alors que moi j'ai eu 1%. Je rappelle que j'ai été personnellement constamment brocardé parce que j'annonçais ce qui allait se passer si on restait dans l'Union européenne, mais j'étais constamment brocardé, ridiculisé. Et qu'est-ce que je disais le 21 avril 2017 sur France 2 ? Je disais que quiconque serait élu à l'Élysée et resterait dans l'Union européenne serait obligé d'appliquer les obligations découlant des rapports des grandes orientations des politiques économiques, les GOPE, imposées par la Commission européenne, c'est-à-dire la suppression de l'ISF, s'attaquer aux retraites, privatiser à outrance les services publics, fusionner les communes. Tout ça, M. Macron, excusez-moi, le fait. C'est un bon élève de l'européisme et je pense que les européistes peuvent lui accorder un satisfecit ce soir. Alors, François Asselineau, sur cette question des salaires qui créent du chômage selon Jean-Christophe Lagarde. Non, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Fabien Roussel parce qu'il laissait entendre que ce serait à la libre disposition des gouvernements de faire des expérimentations. Non, l'exemple qu'il prenait du Portugal n'est pas opposable puisque la Commission européenne fait un rapport pour les grandes orientations de politiques économiques aussi pour le Portugal. Et la Commission européenne avait jugé que les salaires avaient été trop bas au Portugal et avait autorisé le gouvernement à le faire. Il faut savoir que si un gouvernement, quel qu'il soit, refuse d'obéir aux orientations de politique économique fixées par la Commission, eh bien nous sommes ensuite assujettis à des pénalités qui peuvent atteindre des taux très importants. C'est faux. Non, c'est tout à fait exact. C'est négocié. C'est suite aux orientations sont négociées. Vous connaissez pas vos dossiers. Je connais parfaitement mes dossiers. C'est suite notamment au six-pack. Ils sont négociés entre les gouvernements et la Commission. C'est tellement faux ce que vous dites que le gouvernement a programmé. Le gouvernement a proposé, présente le programme national de réforme et comment il obéit ainsi aux directives fixées par la Commission européenne, les recommandations.
Donc là, nous, Commission, on est en train d'attaquer la France en justice. On fait les premiers pas dans la procédure d'infraction, qui est le truc le plus classique au monde de l'Union européenne, c'est-à-dire quand un pays ne respecte pas une directive, la Commission l'attaque en justice en disant « vous ne respectez pas cette directive », on discute, et si on n'est vraiment pas d'accord, à un moment, on demande à des juges, à la Cour européenne de justice, de dire qui a raison. En général, la Commission a raison. Oui. Quand on a raison, il y a la Cour de justice met une amende au pays en disant tant que vous n'avez pas transposé la directive, tant que vous ne respectez pas le droit européen, vous devez payer tant. Là où il y a une grande incompréhension de ce que c'est l'Europe. L'Europe, ça ne marche que si on y croit et qu'on veut le faire respecter. Personne n'a intérêt à dire ce truc-là, j'en veux absolument pas et je le ferai jamais. Si un pays ne veut pas payer l'amende, par exemple, s'il ne veut pas payer l'amende, il ne veut pas être dans l'Union européenne. Et c'est pas possible, en fait, parce qu'il y a tellement d'autres endroits de coopération avec les autres pays que les autres pays vont lui dire « tu joues pas les règles ici, ne crois pas qu'on va discuter avec toi sur les autres sujets qui t'intéressent », et des choses comme ça. C'est un package. On est dans l'Europe parce qu'on a gagné, en fait. Et donc, il y a un moment où on achète le package, entre guillemets. Voilà, il y a certains cas où je ne serai pas gagnant, je peux traîner des pieds au maximum et des trucs comme ça, mais je peux pas sauter de l'avion. Enfin, si on saute de l'avion, on fait le Brexit et ça a des conséquences hyper importantes. Donc à un moment, le pays il prend ses pertes sur le sujet, il dit oui, je vais payer l'amende, oui, je vais faire le truc. Ou alors il dit je vais essayer de changer la loi et des choses comme ça, mais globalement, on a tous intérêt à ce que ça fonctionne et tout le monde respecte les règles, parce que les règles ont été construites pour que tout le monde y adhère. En fait, c'est le même principe que c'est mon premier prof de droit qui disait ça. On ne respecte pas le droit, la loi, parce qu'on y est obligé. On la respecte parce qu'on y croit. Tranquillement, le fonctionnaire européen confirmait que les États n'avaient pas d'autre choix que de se plier aux orientations définies par l'UE, y compris au mépris de la volonté exprimée par leurs propres citoyens. Mais cette absence de choix n'était pas liée à une pression quelconque. Bien sûr que non. Ce n'est pas une mafia ici. Il fallait juste que les États et par extension les citoyens comprennent que tout ce qui était décidé au niveau européen se faisait dans leur intérêt. Les sanctions, les amendes, comme celles que l'UE s'apprêtait à infliger à la France pour avoir mis trop de temps à privatiser ses barrages hydroélectriques, n'étaient que des piqûres de rappel face à une attitude absurde. Car après tout, pourquoi voudrait-on ne pas suivre les orientations européennes dans la mesure où celles-ci sont prises dans l'intérêt de tous ?